Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Van Hohenheim dans Fullmetal Alchemist. Commençons donc par sa jeunesse. Le jeune homme qui sera plus tard connu sous le nom de Van Hohenheim a grandi au XVe siècle dans la capitale de l'ancien et avancé pays de Xerxès. Dans sa jeunesse, il était le 23e esclave de maison d'un alchimiste renommé au service personnel du roi de Xerxès et était simplement connu sous le nom de 23. Au milieu de son adolescence, son maître le choisit pour une expérience alchimique particulière qui impliquait de prélever une partie du sang du jeune homme. Peu de temps après, alors qu'il nettoyait le laboratoire de son maître, 23 rencontra le produit de cette expérience, une créature presque informe contenue dans une fiole et se faisant appeler Homunculus. Reconnaissant envers l'esclave 23 pour le sang qui lui avait donné vie, l'Homunculus décida de donner un nom au jeune homme. Bien que 23 ait décidé que le nom que l'Homunculus avait initialement prévu pour lui, Theophrastus Bombastus Van Hohenheim, était bien trop long pour qu'il s'en souvienne, il accepta Van Hohenheim. Mais lorsque l'Homunculus réalisa qu'en tant qu'esclave humble, Hohenheim était trop ignorant pour lire ou écrire, il lui expliqua qu'avec la connaissance, il serait capable d'échapper aux liens de l'esclavage et de faire quelque chose de lui-même dans le grand et vaste monde. En guise de deuxième cadeau à l'être qu'il appelait son père, l'Homunculus commença peu après à donner des cours particuliers à Hohenheim, utilisant ses propres connaissances mystérieuses pour lui apprendre la lecture, l'écriture, l'arithmétique, les sciences et l'alchimie. Enthousiasmé par le nouveau sentiment de fierté que lui procurait son savoir, Hohenheim commença à donner des cours aux autres esclaves, et lorsque le maître découvrit ses remarquables compétences, Hohenheim déclara qu'avec sa connaissance de l'alchimie, il pourrait être un atout plus précieux pour le maître qu'un simple esclave. Peu de temps après, le maître libéra Hohenheim de l'esclavage et le prit comme assistant. Alors qu'il grandissait en tant qu'alchimiste prometteur, Hohenheim remercia l'Homunculus de lui avoir donné les connaissances nécessaires pour surmonter ses jours au bas de l'échelle de la société et exprima son espoir de pouvoir fonder une famille malgré le dégoût de l'Homunculus pour la dépendance de l'existence humaine à la reproduction. Lorsque Hohenheim demanda ce qui rendrait l'Homunculus heureux, il répondit seulement qu'il aimerait un jour s'échapper de sa fiole sans mourir. Peu de temps après, Hohenheim et Homunculus commencèrent à passer moins de temps ensemble car les connaissances mystérieuses de la créature ténébreuse furent demandées par le roi de Xerxès afin de chercher un moyen de rendre le monarque immortel. Il faudra au moins une décennie pour que le rituel d'immortalité mis en place par l'Homunculus soit achevé, mais lorsque ce jour arriva, il devint immédiatement évident que l'Homunculus avait conçu une sorte de trahison. En fournissant à la cour du roi de fausses informations pour que le centre du cercle massif soit légèrement de travers, l'Homunculus orchestra la situation de sorte que Hohenheim, tenant la fiole, se trouve par inadvertance au vrai centre. Les plus d'1 million de personnes vivant à Xerxès ont vu leur âme immédiatement retirée de leur corps et condensée au centre lorsque le cercle a été activé, tirant les deux à travers la porte et les dotant de l'énergie d'environ un demi-million d'âmes chacune. Lorsque Hohenheim se réveilla le lendemain matin, il fut horrifié de trouver la capitale mausolée et l'Homunculus habitant un corps humanoïde identique au sien. En expliquant la situation, Homunculus révéla qu'il avait sacrifié le peuple de Xerxès afin de s'échapper de sa prison de verre et d'offrir à son frère de sang, Hohenheim, une dernière faveur, la vie éternelle et un corps qui ne vieillirait jamais. Hohenheim devient ainsi le dernier citoyen survivant de Xerxès. Empli de désespoir, Hohenheim s'enfuit vers l'est de sa terre natale vide, errant sans but dans le grand désert et prenant conscience des mouvements et des cris angoissés des milliers de personnes qui grouillaient dans son âme. Laissé sans personne, il commença à leur parler, séparant les âmes individuelles du cœur sans fin des cris jusqu'à qu'ils s'effondrent d'épuisement dans le sable. Retrouvé encore vivant par des voyageurs de la nation orientale de Sing, Hohenheim fut amené là-bas et reprit ses forces tout en s'entendant avec chacune des âmes qui étaient en lui et en enseignant les principes alchimiques au peuple de Qing. Lorsque les connaissances alchimiques de Hohenheim furent combinées à la forme rudimentaire d'alchimie étudiée à Qing, l'alcaïstrie naquit. Finalement, Hohenheim quitta Qing et passa des siècles à l'étranger pour accumuler des connaissances sur les différentes coutumes et pratiques du monde. Il continua également sa communication avec les milliers d'âmes piégées en lui, jusqu'à qu'il apprenne tous leurs noms et entende tous leurs supplications. Une fois qu'elles furent toutes entendues, elles se calmèrent enfin, donnant à Hohenheim une certaine tranquillité d'esprit, mais continua à parler aux âmes en lui pour les calmer. Il arriva plus tard dans le pays en pleine croissance d'Amestris, et s'installa pendant un temps dans une petite ville de la région de l'Est connue sous le nom de Recembol. Là, il se lia d'amitié avec les habitants de la ville, en particulier avec une jeune femme du nom de Pinako Rogbel. Des décennies plus tard, Pinako présenta à Hohenheim une jeune femme nommée Trisha Elric, dont il tomba immédiatement amoureux. Bien que Hohenheim soit réticent à accepter ses sentiments, sachant qu'elle vieillirait et lui non, et sachant qu'il avait rencontré Trisha une fois auparavant lorsqu'elle était enfant, ce qui lui avait prouvé une fois encore sa mortalité, Trisha l'encouragea à commencer à vivre sa vie. Influencé par son courage, Hohenheim et Trisha commencèrent à sortir ensemble et finirent par se marier.
En 1899, Trisha donna à Owenheim un fils nommé Edward et un deuxième fils, Alphonse, qui suivit un an plus tard. Mais en voyant le temps affecter les petits garçons qui partageaient son sang d'une manière qui était perdue pour lui et son corps immortel, Owenheim s'inquiéta. Bien que Trisha et Pinako ne l'aient jamais jugé ou contrarié pour son existence amarantine, Owenheim commença à craindre la perspective de voir sa nouvelle famille vieillir et mourir sans lui, comme il l'avait vu arriver tant d'autres au cours des siècles passés. Se considérant comme un monstre, il commença à craindre que toucher ses fils ne leur inflige également sa malédiction, mais Trisha sentit son malaise et décida d'engager un photographe pour prendre un portrait des quatre. Alors qu'elle plaçait le jeune Edward souriant dans les bras de son père pour la photo, Trisha expliqua qu'elle voulait seulement qu'il reste une famille soudée et aimante, quelle que soit l'apparence de chacun, et l'exhorta de ne pas s'éloigner de sa famille et de ne pas se qualifier de monstre. Alors que l'appareil photo clignotait, les larmes de gratitude et de tristesse coulèrent sur le visage de Owenheim. Il résolut de trouver un moyen de mettre fin à son immortalité et de vieillir et de mourir avec sa bien-aimée Trisha, mais il craignait également l'échec et de voir sa famille mourir. Malheureusement, alors qu'il parcourait d'innombrables textes alchimiques afin de trouver un moyen d'inverser l'effet de ce que l'homonculus lui avait fait, Van fit une découverte choquante. La nation d'Amestris avait été construite et conçue de toutes pièces pour être une répétition beaucoup plus grande et plus dévastatrice de la tragédie qui avait frappé Xerxes, un gigantesque cercle de transmutation dans le but de transformer tous les habitants du pays en une nouvelle pierre philosophale. Réalisant que seul l'homonculus pouvait être responsable d'un tel complot, Van décida de l'arrêter pour le bien de sa famille bien-aimée et de tous ses chers amis. Après avoir expliqué à Trisha qu'il partait et promis qu'ils mourraient ensemble, Van quitta la maison en 1904. Après avoir voyagé pendant une décennie, Owenheim réapparut à Central City en 1914 où il rencontra un alchimiste nommé Izumi, avec qui il discuta de la pierre philosophale et lui révéla que son rêve de toute une vie était sur le point de se réaliser. Préparation. Owenheim apparaît pour la première fois dans l'histoire lorsqu'il revient à Ressemboul après 10 ans pour découvrir que sa maison a mystérieusement brûlé. Il s'aventure confusément chez Pinako pour demander ce qui s'est passé et son vieil ami lui raconte les horribles histoires de ce qui est arrivé à sa famille après son départ. Après la mort de Trisha de maladie, Edward et Alphonse ont tenté une transmutation humaine pour la ressusciter, déclenchant un rebond qui a abouti à l'arrachement d'Al de son corps et à la perte d'un bras et d'une jambe d'Ed. Peu de temps après, Owenheim se rend sur la tombe de Trisha et est confronté à un Edward adolescent qui est furieux d'y retrouver son père perdu depuis longtemps. Avant de partir, il prévient Pinako de quitter le pays pour sa sécurité. Après avoir quitté Ressemboul avec un vieux portrait de famille de lui, de sa femme et de leur fils caché dans sa veste, il refait surface plus tard et révèle à Izumi et à son mari qu'il se considère comme une pierre philosophale sous forme humaine. Après avoir réorganisé les organes internes ravagés d'Izumi dans l'arrangement le plus favorable possible, simplement en enfonçant sa main plate dans son abdomen, bien qu'il soit incapable de restaurer les organes qu'elle a perdus. Il lui dit qu'elle a encore trop à faire dans sa vie et l'encourage à aller de l'avant. Owenheim se rend ensuite à Réol où il rencontre Rosé. Elle et le vieux commerçant le conduisent à un réservoir souterrain où il marche sur l'eau empoisonnée, formant un chemin de pierre sous ses pieds pendant qu'il marche. Ils entrent finalement dans le cercle de transmutation géant sous Amestris et il y a une courte bataille et conversation avec Pride. Il dit à Pride de dire à Père que numéro 23 vient le voir avant de retourner vers Rosé et le commerçant stupéfait. Par la suite, Owenheim rencontre Al pour la première fois en 12 ans et s'exclame « Mon armure vintage ». Ils ont alors une merveilleuse conversation à cœur ouvert dans laquelle il explique tout sur la situation actuelle. Par la suite, Owenheim rencontre à nouveau Edward. Après qu'Edward ait donné un bon coup de poing à son père, Owenheim raconte à Ed l'histoire de sa jeunesse. Il demande sèchement si Ed veut l'utiliser pour récupérer leur corps perdu, mais Ed décline bruyamment, ayant refusé l'utilisation d'une pierre philosophale depuis qu'il a appris ses ingrédients clés. Avant de partir, Edward raconte à Owenheim les derniers mots de Trisha, le faisant pleurer, ce qui surprend Ed, qui s'était convaincu à tort que Owenheim ne se souciait pas de sa famille. Beaucoup plus tard, Owenheim aide Alphonse en l'enfermant lui et Pride dans une prison en terre sans lumière, le jour promis. Après le combat contre Pride, Owenheim devient le chef de facto de l'expédition pour abattre Père. Il mentionne un plan prêt à contrer le cercle de transmutation nationale de Père s'il devait être activé, mais dit qu'il préférait empêcher son activation en premier lieu. En entrant dans le repère souterrain de Père, il organise le groupe en 2 équipes et se rend aux côtés de Lan Fan qui l'autorise plus tard à partir seul à la recherche de Ling Gao. Il salue son ami du flacon en déclarant qu'il n'est pas nécessaire qu'un grand groupe punisse un enfant mal élevé. Les pierres philosophales vivantes commencent alors à se battre entre elles. Après avoir esquivé quelques attaques, il est poignardé par Père qui absorbe une partie de sa pierre, mais les âmes agitées qu'il a composées détruisaient de l'intérieur le contenant de forme humaine de Père. Cependant, la forme homonculus de Père, ayant maintenant la capacité d'exister physiquement sans contenant, laisse Owenheim dans une mauvaise situation. Père apparaît plus tard à Edward, Izumi et Al, après avoir absorbé Owenheim dans son corps. Owenheim dit alors à Ed que Père avait initialement essayé d'absorber toutes ses pierres philosophales mais a découvert que cela l'aurait tué. Cependant, parce que Owenheim avait réussi à communiquer avec les âmes de Pierre et à les comprendre, il a survécu à l'incident et a eu à la place sa tête et ses jambes dépassant du corps de l'homonculus créé. Père peut alors pousser Owenheim à l'intérieur de son corps, mais Owenheim peut aussi résister et ressortir avec sa tête en saillie.
Lorsque Grid tranche Père mais ne parvient pas à le tuer, Hohenheim est alors libéré de son corps, mais toujours dans l'emprise de Père. Alors que Père rassemble Hohenheim et les autres en sacrifice pour ouvrir la porte du monde, Hohenheim et les autres ont alors des grands yeux entourés d'un simulacre d'ombre sur leur torse qui commence à se défendre contre les autres portes. Alors que Père réussit à ouvrir la porte, ils deviennent les seuls survivants alors que tous les citoyens d'Amestris sont morts. Le Père apparaît alors dans un brouillard de fumée, tandis qu'il explique que pour contenir Dieu en lui, il a fallu une énorme quantité d'énergie que les habitants d'Amestris ont fournie. Désormais, eux et Dieu résident en lui. Lorsque la fumée se dissipe, le Père a maintenant acquis un nouveau corps qui ressemble à Edward. Affirmant que l'alchimie n'a plus d'utilité, Père fait pleuvoir une explosion d'énergie soutenue sur le groupe. Hohenheim cependant le contrecarre avec une sorte de bouclier alchimique et fait appel aux âmes de sa pierre pour l'aider. Père invoque alors un soleil miniature dans la paume de sa main pour anéantir ses sacrifices humains, mais Hohenheim révèle alors son propre plan. Il a cartographié le chemin de l'ombre de la lune au moment de l'éclipse et a localisé l'emplacement exact de chacun des points de cercle à 5 points utilisés pour créer la pierre philosophale. Il s'est ensuite aventuré à travers Amestris, plaçant des fragments de sa pierre philosophale à des endroits spécifiques pour créer un cercle ombral pour contrer le cercle de transmutation. Lorsque Père remarque l'échec de Hohenheim à avoir une cercle pour sa contre-attaque, il rétorque en expliquant que l'ombre projetée par la lune sur la Terre pendant l'éclipse agira comme le cercle. Les âmes des fragments qu'il avait dispersés à travers le pays s'activent et dépouillèrent le Père de toutes les âmes amestriennes contenues en lui avant l'activation du cercle de transmutation, renvoyant toutes les âmes des citoyens amestriens dans leur corps. Père, consacrant désormais la majorité de son pouvoir à contenir Dieu, est considérablement affaibli en termes de capacité offensive. Cependant, Hohenheim et Mai sont les seuls alchimistes du groupe immunisés contre les interférences de Père, et il repousse les attaques de Père, drainant de nombreuses vies de sa pierre philosophale, tandis que Mai empêche le sol sous eux de se fragmenter. Père se retire au-dessus du sol pour essayer de reconstituer sa pierre auprès de tous les humains qu'il peut attaquer. Hohenheim le suit. Il réprimande Père pour avoir réprimandé les humains, lui disant que ce sont les âmes humaines qui ont composé la pierre philosophale en premier lieu, qui a donné naissance au homunculus, alors que les humains créent tout ce que font les homunculus et de prendre. Cela intrigue Père, qui demande si Hohenheim aimerait qu'il crée des humains. Hohenheim regarde alors avec dégoût et horreur Père créer des humains à partir des âmes de Xerxésiens, morts depuis longtemps. Profitant de la distraction que cela a apporté à ses ennemis, Père invoque une énorme force explosive et Hohenheim est pris dans l'explosion qui s'ensuit alors qu'il se sert de lui-même pour protéger Izumi de la majeure partie de celle-ci. Sa pierre philosophale étant presque épuisée, il ne peut guère faire plus que regarder la bataille progresser. Après que Ed ait achevé Père, Hohenheim offre stoïquement sa propre vie récente comme prix pour amener Hal, mais semble surpris quand Ed réprimande passionnément l'idée. Lorsqu'on lui demande pourquoi il sacrifierait volontairement sa vie, il répond simplement que c'est parce qu'il est leur père. Il explique que ce n'est pas une question de nécessité ou de but, mais parce qu'ils sont ses fils et qu'il veut qu'ils soient heureux. Il dit aussi que c'est en partie de sa faute si les frères ont tenté de ramer Trisha, parce qu'il n'était pas là pour eux quand ils avaient besoin de lui et s'excuse. Cependant, Ed le gronde en larmes pour avoir suggéré l'idée, mais en même temps l'avoir accepté comme son père pour la première fois depuis de nombreuses années. Après que Ed ait réussi à ramener Hal dans son corps humain, Hohenheim peut enfin saluer à nouveau son plus jeune fils, et Hal s'émerveille de la chaleur qu'il ressent lorsque Hohenheim lui prend la main. Cependant, il s'éloigne tandis que d'autres se rassemblent autour des frères Elric, récupérant enfin de l'argent pour le billet de train. À la fin de l'histoire, on le voit à Resumble. Pinako le trouve à genoux devant la tombe de Trisha pour découvrir qu'il est mort dans cette position avec un sourire sur le visage alors que sa force vitale s'est tarie. Ses dernières pensées étaient qu'il n'avait pas de sens à la vie jusqu'à que Trisha et ses fils y entrent. À présent, il ne voulait pas du tout mourir et rester avec sa famille restante, et ses dernières pensées avant la mort étaient avec eux. Plusieurs années plus tard, sa tombe a été vue sur une photo à côté de celle de Trisha. Il était le dernier citoyen de Xerxes à mourir. Plus tard, lui et Trisha sont devenus les grands-parents posthumes des enfants d'Edward et de Winry avec les Rockbell.